Alors, je vais vous faire en une bonne dizaine de minutes un petit exercice sur ces ordonnances de 1958, en sachant que je me suis imposé cet exercice n'en connaissant pas les bases moi-même. Et comme je vous l'ai dit plus tard, avec cette petite citation, souvent, en regardant un peu dans le passé, finalement, ça aide à comprendre l'avenir. Et c'est ce que je vous propose de faire et de rebasculer un petit peu en arrière. Alors, basculer en arrière, les ordonnances de 58 qui ont fondé les CHU, eh bien, vous avez ici le portrait de Jean Dosset, qui a joué un rôle majeur à l'époque, qui ensuite a été prix Nobel, et qui, à l'époque, donc, dans ce rôle un peu de réorganisation, faisait partie du groupe des Jeunes Turcs. Et vous voyez que lors du 50e anniversaire, et non pas tellement longtemps, il a témoigné un petit peu de cette phase, en disant qu'on a pu distinguer 3 étapes aux ordonnances de 58, une étape un peu d'initiation de 55 à 56, puis une étape d'élaboration active, et enfin une mise en application. Et il poursuivait en disant que cette belle réalisation, nous devons en être reconnaissants à 4 grands hommes, Pierre Mendès France, Robert Debré, Michel Debré et Charles de Gaulle. Rien que cela. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière, mais je crois que c'est des petites zones d'éclairage sur la structuration de nos hôpitaux, nos CHU actuels. Alors, en vous rappelant déjà que l'Ordre des médecins a été créé, certes, en 1940, je ne vais pas rentrer dans une polémique, simplement c'était une idée d'avant-guerre, mais qui a commencé à lister des spécialités médicales, dites qualifiées, d'autres libres, et puis qu'est arrivée cette loi de décembre 1941, qui n'est que la reprise d'un décret de 1939, donc d'avant la guerre, et qui a instauré plusieurs catégories d'hôpitaux, dont les centres hospitaliers régionaux, qui étaient dans des villes sièges de facultés ou d'écoles de médecine. Vous avez les nombres là. Et puis d'autres catégories d'établissements que les centres hospitaliers, des établissements dits de 3e catégorie. Et puis ça a aussi été la fin de la gestion communale, avec une fonction de directeur qui est instituée, et parallèlement les CMC de l'époque qui voient le jour. Alors, en ce temps de guerre, se passe autre chose. Le professeur Robert Debré, et on est bien avant les ordonnances de 58, avait déjà été une personnalité célèbre et s'inscrit dans la résistance. Et vous voyez, il sera le président du Front national des médecins. Et déjà à l'époque, sur la base de son expérience d'avant-guerre, il propose une réforme en 1941, dont on retrouve finalement les fondements des CHU, de ce qui se mettra en place une quinzaine d'années derrière, le temps plein pour les médecins, la fusion des carrières hospitalières et universitaires, le développement de la recherche et l'ouverture de l'hôpital à toutes les catégories sociales, quelles qu'elles soient, alors que c'était limité jusqu'à présent. Et puis ceci est approuvé, fin 1944, par le Comité national de la libération, pour avoir de grands espoirs en après-guerre. La 4e République se met en place et cette proposition, finalement, ne voit pas le jour. Alors, quelle est la situation 12 ans après, quand c'est la phase un petit peu de préparation que Jean Dosset mentionnait tout à l'heure? Quelle est la situation? Il faut regarder en arrière, ça fait 60 ans. Eh bien, l'arrêté de classement des hôpitaux, donc de janvier 1956, ne note que 16 centres hospitaliers régionaux en France, 66 centres hospitaliers, puis vous voyez la liste des hôpitaux et hospices. Et le fonctionnement est encore largement basé sur des salles communes, qu'on a tendance à oublier maintenant, mais qui ont existé. L'activité médicale est essentiellement concentrée le matin, car les médecins qui travaillent à l'hôpital, ils travaillent le matin et l'après-midi sont en cabinet ou en clinique. Et puis une insuffisance de locaux, vétusté, etc. Sur le plan universitaire, c'est en fait guère mieux, puisque au niveau des facultés de médecine, il y a plusieurs rapports qui montrent finalement une faiblesse de l'encadrement à l'époque, en dehors du circuit privilégié internat-externat. Le recrutement des enseignants se fait très souvent localement, puisqu'ils ont une clientèle privée sur place, donc on les recrute sur place. Et puis les programmes n'ont souvent pas bougé depuis avant la guerre, ou ont été peu actualisés. Et puis c'est encore plus grave en recherche, mais c'est là où va se faire la prise de conscience. Prise de conscience car un certain nombre de médecins français voyagent, vont aux États-Unis, vont en Europe du Nord et se rendent compte de l'immense distance entre la recherche médicale française et ces pays qui sont beaucoup plus avancés et beaucoup plus dynamiques. Alors, quelques initiatives, j'ai mis celle-ci, dite du Club des 13, vous avez des noms connus, Jean Bernard, Jean Burger, qui ont installé, souvent sur Paris, quelques
rares villes de province, des laboratoires de recherche à proximité des services hospitaliers pour justement donner cette cohérence qui apparaîtra plus tard hospitalo-universitaire. Le CNRS a été créé avant la guerre, il n'y a toujours pas l'INSERM, qui est toujours l'Institut national d'hygiène, donc très peu d'outils. En plus, sur le plan médical, il y a deux hiérarchies à l'époque, je passe vite, l'hospitalière, externat, internat, médecin des hôpitaux, chef de service et adjoint, et une parallèle, l'universitaire, avec assistant, chef de clinique, agrégé et professeur. Donc, à nouveau, deux logiques différentes. Alors, on en arrive à cette étape d'initiation que Jean Dosset présentait. Il y a donc un petit groupe de médecins, alors il y a lui-même, Daniel Boutier, René Fauvert et d'autres, qui finalement reprennent les idées de 41, et puis ils vont passer par la voie politique pour les proposer. Vous voyez le journal du Parti radical socialiste de l'époque, ils reprennent les grandes thématiques, le temps plein hospitalier, le couplage faculté-hôpital et vraiment l'institution d'un véritable profil de recherche pour un certain nombre d'acteurs. Et puis la politique s'en mêle. Janvier 56, le Front dit républicain gagne les élections. Guy Mollet, président du Conseil, Pierre Mendès France, vous avez la photo en haut, se retrouve ministre d'État sans vraiment de pouvoir, mais lui a compris qu'un certain nombre de jeunes doivent prendre des rôles et place les uns les autres dans différents ministères. Ça sera le cas de Jean Dosset, dont nous parlions, qui se retrouve conseiller du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, de René Billière. Et René Billière l'écoute, écoute les idées de ce groupe, les enregistre, disent « c'est bien », et il lui dit « allez-y, faites de l'irréversible ». Alors, ça s'avance. Il y a à Caen, pour la première fois, un grand colloque. Il y a 250 chercheurs de disciplines différentes pour montrer un peu une cohésion française. Et le même dit « le sort de la recherche française engage, dans une large mesure, celui du pays ». Une vraie prise de conscience. Alors, ça se poursuit par une étape d'élaboration sur 2 ans. Ce petit groupe de médecins soutenu, donc, se rapproche à ce moment-là d'un leader d'opinion, et Robert Debré, après la guerre, a accru encore sa stature. Les idées sont les mêmes, ils se rencontrent. Robert Debré va porter le groupe et demander la création d'un conseil interministériel, dont je vous laisse lire l'intitulé, qui se met en place et qui va être finalement le foyer, le lieu où vont s'établir un certain nombre de propositions, vont se décliner, et qui vont pouvoir être utilisées rapidement. Elles vont l'être puisque la 4e s'achève, le général de Gaulle vient au pouvoir. Sur la fin de l'année 58, il va pouvoir diriger le pays par ordonnance, avant que la 5e ne soit instituée tout début janvier 59. Et tout à fait en décembre, à la fin de cette période un peu particulière, 3 ordonnances hospitalières vont être publiées. Photo de Gaulle, bien. Je vous passe les 2 premières de décembre, du 11 et du 13 décembre, je vous laisse lire. Et celle qui nous intéresse, c'est celle du 30 décembre, et c'est arrivé l'avant-veille de l'arrêt des fonctions en tant que tel du général de Gaulle, et qui crée donc ces centres hospitaliers et universitaires. Je vous en donnais les articles principaux. Et l'idée, donc, c'est l'association de grands hôpitaux publics et des facultés de médecine, tout en garantissant leur personnalité morale et leur autonomie financière. Et ces bases restent. Quand on regarde cette ordonnance, article 1er, dans les villes sièges de facultés de médecine, et on voit que ce sont les CHR, avec la définition précédente, ou facultés mixtes, etc., ou écoles de médecine, et les centres hospitaliers, donc, organisent conjointement l'ensemble de leurs services, en centres de soins, d'enseignement et de recherche. Ces centres prennent le nom, et à l'époque, ces centres hospitaliers et universitaires qui est retenu dans l'ordonnance, et puis chacun conserve sa personnalité juridique, etc., etc. Et donc, il conclut des conventions entre les 2 parties. Et ces centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics, médicaux et post-universitaires, ainsi que la recherche médicale et les enseignements paramédicaux. Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie. Et puis quelques autres articles qui sont importants sur les étudiants qui participent effectivement à l'activité hospitalière, ce qui n'existait pas. Ensuite, on crée des membres des personnels médicaux et scientifiques donc dédiés à la recherche, ce qui est important. Et puis les conventions vont donc se mettre en place, et elles sont possibles dans le cadre de l'association première du CHR qui va devenir CHU et de l'université, avec d'autres établissements qui vont également pouvoir contractualiser par le biais de la convention Princeps. Alors voilà le cadre qui a été lancé en 58. Eh bien, ça aurait pu finalement se mettre en place lentement. Eh bien, dans la foulée,
on assiste à aussi une autre, de temps en temps, il y a des coïncidences politiques qui sont porteuses. Eh bien, Michel Debré, qui est le fils de Robert, est nommé Premier ministre par le général de Gaulle. Et il va faire face, dans les premiers mois, après la publication de l'ordonnance, à des résistances. Alors, il y en a des pages multiples de tous les corps de métier, médecins compris, directeurs, tout le monde va s'y mettre en disant que ce n'est surtout pas ça qu'il faut faire, y compris l'Académie de médecine. Les finances commencent à relever le nez en disant que ça va coûter cher. Mais finalement, il impose la mise en place de ces CHU, et il l'impose de façon assez intelligente, avec une intégration volontaire, progressive, qui a pris un peu de temps, puis qui s'est complétée après sur le reste de la France, et arrive en septembre 60 le fameux décret sur le temps plein des personnels hospitalo-universitaires qui se mettent en place. Et comme beaucoup avaient une clientèle privée, c'est là qu'est l'origine des 2 demi-journées d'exercice privé qu'il aurait octroyées dans le cadre de l'hôpital public. Voilà, alors après, ça donnait un élan considérable. On va revoir la citation de Georges Pompidou de l'époque, ce qui a été fait pour la médecine par la création des CHU. Déjà. Et la réorganisation des études médicales représente une vraie révolution. Et effectivement, en faisant un rapide rappel, rapidement, on a eu 24 CHU, puis ça s'est complété. Vous avez la carte sur les 30 CHU que nous connaissons. Le nombre de médecins qui était entre 30 et 40 000 à l'époque est passé à 280 000 de nos jours, 4 000 PUPH, je ne parle que de la médecine, 1 600 et quelques MCUPH. Voici les forces que représentent les CHU et leur personnel HU. Mais un point qui est important, c'est que depuis ces ordonnances, rien n'est venu modifier significativement la structure juridique des CHU, qui reste la même. La loi hospitalière de 91, dite loi Evin, a introduit non plus de centres hospitaliers universitaires, mais de CHU, ainsi que repris dans les autres. Voilà. Alors, le bilan, une diapo suffira, ou on en fait 100, ou on en fait une. Je vous propose celle-là. La part de soins, donc, c'est des chiffres de l'année dernière, de l'Assemblée nationale, 6,9% en nombre de patients, mais vous voyez 43% en montant, ce qui est considérable. En moyenne, un CHU a une centaine de missions d'intérêt général. La recherche, je n'ai pas compté les unités de recherche, mais 70 000 publications en anglais indexées entre 11 et 14, 2011-2014, et puis bien sûr tout le volet enseignement avec les facultés de médecine ici représentées, pharmacie, odontologie et autres, des premières médicales, des classements où les CHU sont effectivement extrêmement bien placés, quelques difficultés aussi en ce moment dont on passait, c'est normal, les mutations ne sont pas sans répercussion. Je vais en terminer en disant, à mon avis, quelles sont quelques valeurs de cette réforme de 58 que je viens de brosser historiquement rapidement. D'abord, et ça a été le constat de quelques personnes, et de quelques études aussi, c'est une lucidité dans la démarche d'état des lieux. C'est pas évident de se reconnaître comme n'étant pas très performant. La comparaison avec les États-Unis, l'Europe du Nord a beaucoup aidé à cette prise de conscience, et c'est un premier point. Ensuite, l'originalité de marier des corps différents. Ça, c'était le H et le U, donc vous vous rappelez qu'ils étaient très séparés, et ceci dans le cadre d'un projet commun. Et ce projet, il a été beaucoup bâti sur la recherche au départ, et l'enseignement, et l'innovation. Bien sûr, après, il y a eu les soins, vous l'avez vu, l'expertise, et puis après, on a adapté le statut des personnels, mais il y avait cette volonté de remonter la recherche médicale en France au départ, en créant ces CHU. Et puis aussi la décision de considérer le travail à faire et d'imposer le temps plein, le salariat, et surtout le courage politique. Alors il y a eu effectivement peut-être des facteurs un peu positifs avec les successions de gouvernements, mais quand même, ce courage politique a amené cette pérennité au fil des générations. Et je termine simplement ça par cette citation sur laquelle je suis retombé de professeur Sournia, qui a été un professeur de santé publique et qui a été DGS, et qui en 1975, il y a 40 ans, disait, et comment ne pas l'entendre, les jeunes médecins dans 10 ans, ne pratiqueront vraisemblablement pas la même médecine qu'ils souhaitent aujourd'hui, ni non plus celle qui est pratiquée actuellement. Le malaise qui frappe aujourd'hui le corps médical vient peut-être de ce que la médecine bouge trop vite. En 15 ans, elle a connu l'instauration du temps plein hospitalier, du développement du salariat. Notre médecine s'adapte sans cesse au remue-ménage permanent des idées de la société française. Nous devons, nous médecins, de suivre son évolution, car elle sera ce que nous la ferons. Et je terminerai simplement avec ce sourire de Saint-Exupéry. Je vous remercie.